Conservation nature, pour que la nature reste un coin de paradis. Bonjour à tous, c'est Alex et je suis heureux de vous retrouver sur le podcast Conservation Nature avec notre émission 15 minutes pour comprendre facilement l'écologie. Ensemble, nous décryptons l'écologie, ses enjeux et ses dernières tendances afin de vous aider à mieux consommer tout en protégeant la nature. Pour ce tout premier sujet, nous aborderons de manière globale l'écologie et ses différentes interprétations. Qu'est-ce que l'écologie? Quel est son lien avec la lutte contre le réchauffement climatique? Quelle différence entre écologie scientifique et écologie appliquée? Avant de discuter enfin de notre responsabilité en tant que citoyen de nouer une relation saine avec notre environnement. Car le terme écologie est encore flou pour beaucoup d'entre nous. S'agit-il de protéger la biodiversité, de manger sainement, de réduire ses déchets? Eh bien l'écologie, c'est un peu tout ça à la fois. Sa définition la plus commune nous la décrit comme la science qui étudie les milieux et les conditions d'existence des êtres vivants et les rapports qui s'établissent entre eux et la nature. Plus simplement, c'est la relation qu'entretient un être vivant avec les autres êtres vivants et son environnement. Le terme écologie nous vient du grec logos, qui signifie la science, et oikos, qui désigne la maison. C'est le biologiste allemand Ernst Haeckel, connu pour son travail sur la théorie de l'évolution de Darwin, qui a le premier utilisé le mot en 1866, en faisant référence à l'écologie comme la science des conditions d'existence. Car oui, l'écologie est une science au même titre que la botanique, l'anthropologie ou l'anatomie, qui sont toutes des branches de la biologie. Plus spécifiquement, l'écologie s'intéresse au mode de vie des organismes, à l'équilibre délicat entre prédateurs et proies, espèces amies et ennemies, vie et mort. Prenez les abeilles par exemple. Jour après jour, elles butinent de fleur en fleur et permettent la pollinisation des plantes qui constituent la source de nourriture des espèces herbivores. Sans elles, les animaux privés de nourriture ne pourraient pas survivre, ce qui impacterait à terme l'alimentation des espèces carnivores, et ce serait ainsi toute la chaîne alimentaire qui serait menacée. De la même façon, la température du corps des poissons s'adapte à celle de leur environnement, tandis que les bactéries participent à fertiliser les sols en se nourrissant des organismes morts. Et nous enfin, en tant qu'humains, serions incapables de survivre sans l'oxygène produit par les plantes qui, elles-mêmes, ont besoin du dioxyde de carbone que nous rejetons. C'est l'interdépendance. La survie de toutes les espèces dépend de celle des autres organismes, qu'ils soient vivants ou non vivants. Et l'écologie, en tant que discipline scientifique, observe et étudie la cohabitation des uns et des autres, visibles ou invisibles, avec leur environnement. Car ce que l'on ne réalise pas toujours, c'est que nous sommes rarement seuls. Quel que soit l'endroit où vous vous trouviez en ce moment, il y a peut-être de minuscules insectes dans le sol sous vos pieds. Une plante en train d'absorber votre dioxyde de carbone, de nombreuses bactéries impossibles à distinguer à l'œil nu, mais pourtant bien présentes. Ou encore des animaux de la basse-cour ou un canard se reposant paisiblement au bord d'un étang. Tout comme vous, les animaux, les plantes, les champignons ou les micro-organismes appartiennent au domaine du vivant et font partie de ce que l'on nomme les facteurs biotiques. Et ce canard, qui a trouvé refuge dans un habitat approprié, appartient à l'échelle d'étude la plus réduite qui soit. Il s'agit d'un individu, autrement dit un organisme vivant pouvant être isolé et étudié de manière autonome. De manière plus large, puisque les canards vivent en groupe, on constate que cet individu appartient à une population. Il s'agit d'êtres vivants appartenant à une même espèce au sein d'un écosystème défini. L'éléphant de savane d'Afrique par exemple, le panda roux qui peuple les montagnes de l'Himalaya, ou les cols verts que l'on retrouve autour des rives de l'étang de Berre. Envie d'une vision plus large encore? Alors observons l'ensemble à l'échelle d'une communauté. Une communauté, c'est l'ensemble des organismes vivant au sein d'un écosystème. On y retrouve des espèces dites généralistes capables de prospérer dans de nombreuses conditions environnementales telles que les cochons, par exemple, dont le régime omnivore leur permet de survivre dans de multiples habitats. À l'inverse, les spécialistes n'ont pas une alimentation très diversifiée et sont davantage exposés au risque d'extinction. C'est le cas des pandas notamment. De la même façon, chaque communauté abrite des proies et des prédateurs dont le nombre varie constamment. Lorsque le nombre de proies augmente, le nombre de prédateurs augmente proportionnellement car la nourriture se fait plus abondante. Et lorsque les prédateurs deviennent trop nombreux, les proies se font à nouveau plus rares et le cycle se reproduit continuellement. Ensuite, chaque communauté cohabite forcément avec des éléments non vivants. Ce sont les pierres, la terre, la température, le pH de l'eau et tous les phénomènes qui interagissent d'une façon ou d'une autre sur le vivant. C'est ce que l'on désigne comme les facteurs abiotiques et c'est de leurs associations avec les facteurs biotiques que naissent les écosystèmes. Retournons au bord de notre étang de Berre par exemple. Nous y retrouvons généralement des consommateurs, que sont les animaux carnivores ou herbivores, des canards, des insectes, des tortues ou des poissons dans ce cas précis, des producteurs, que sont les plantes terrestres et aquatiques,
des éléments non vivants, les nutriments présents dans le sol et l'eau, et des agents de décomposition, le plus souvent des champignons et des bactéries. Eh bien, au sein de cet écosystème particulier, chaque organisme, chaque élément non vivant va interagir avec les autres et son environnement de manière à impacter sa survie. Les insectes et les poissons mangent les plantes aquatiques et sont mangés à leur tour par les canards. Le pH ou le taux de dioxyde de carbone de l'eau détermineront quelles espèces vivront dans les temps et en quelle quantité. Et tout ce petit monde, étangs, jungles, abysses, forêts, cohabite dans une infinité de systèmes différents, le plus vaste actuellement connu étant la biosphère. La biosphère, eh bien, c'est la planète Terre, notre planète et tout ce qui y vit du plus profond des océans jusque dans le ciel. Ce sont aussi les facteurs abiotiques que sont les rayons du soleil qui participent à la photosynthèse par exemple, ou encore l'effet de gravité de la Lune qui apporte les marées sans lesquelles la face de la vie serait nettement différente. La biosphère est ainsi composée d'une multitude d'écosystèmes qui interagissent les uns avec les autres et au sein desquels les éléments vivants et non vivants cohabitent ou s'affrontent d'une infinité de façons. C'est ce qui fait de l'écologie une discipline extrêmement complexe. Les relations entre les organismes des différentes espèces sont très étroites et s'étudient à plusieurs échelles. Ce sont les relations symbiotiques et l'on en compte actuellement 3 types différents. Le parasitisme où un organisme profite et vit aux dépens de son hôte, c'est le cas des puces d'un chien par exemple qui se nourrissent de son sang. Le mutualisme où les 2 organismes s'apportent mutuellement des bienfaits. Prenons le lien qui unit les fourmis et les acacias par exemple. Les arbres fournissent abri et nourriture aux fourmis qui en échange les défendent contre les bouches affamées des espèces herbivores. Même les éléphants peuvent être repoussés par leurs piqûres. Un beau travail d'équipe. Et enfin le commensalisme qui désigne une relation dans laquelle l'un des 2 organismes profite de certains avantages sans nuire à l'autre. Pensons aux parasites qui se fixent sur la peau des baleines. Ils font ainsi le plein de nourriture et de nutriments sans défavoriser le cétacé qui leur sert d'hôte. L'écologie nous apprend d'ailleurs que ces 3 relations symbiotiques peuvent considérablement impacter les populations des différentes espèces vivant ensemble au sein d'un même écosystème. Les dégâts causés par l'activité humaine sur une certaine espèce impactera bien plus que cette seule population. Et les études ne cessent de progresser puisque chaque année ce ne sont pas moins de 15 000 nouvelles espèces qui sont découvertes par les chercheurs. De nouvelles relations sont alors mises à jour en permanence. Mais au final, quel lien établir entre écologie et urgence écologique ? Eh bien, en tant que discipline scientifique, l'écologie nous aide, comme nous l'avons vu, à saisir la manière dont les êtres vivants évoluent et interagissent au sein d'un milieu donné. Des êtres vivants parmi lesquels l'homme n'est d'ailleurs qu'une espèce parmi d'autres, influent et dépendant de son environnement comme tous les autres êtres vivants. De proie potentielle durant ses premiers siècles d'existence, l'homme a gravi les échelons de la chaîne alimentaire jusqu'à devenir ce que l'on appelle un super prédateur. Autrement dit, un prédateur qui n'est plus la proie d'aucune espèce animale comme c'est aussi le cas du grand requin blanc, des hiboux ou des loups. Mais l'homme est un prédateur tout à fait différent des autres. Tandis que les animaux carnivores prélèvent généralement les individus blessés ou plus jeunes, le tout dans une gestion durable de l'environnement, l'être humain consomme sans distinction d'âge, de race ou de quantité. À titre d'exemple, l'homme tue 14 fois plus de poissons que les autres prédateurs marins et abat les grands carnivores terrestres à un rythme 9 fois supérieur à celui de la prédation naturelle. Car ce qui est inné dans la nature n'a pas été assimilé par l'homme, et ce sont l'ensemble des écosystèmes qui en subissent les dégâts. Et tandis que notre développement se fait de plus en plus rapide, l'homme n'est plus seulement le plus formidable prédateur de tous les écosystèmes. Il est aussi devenu pour lui-même ce prédateur dont des millénaires d'évolution l'avaient débarrassé. Face à ces bouleversements environnementaux, l'écologie a finalement revêtu une nouvelle signification politique et sociale. Elle invite aujourd'hui à protéger la biodiversité de manière à permettre à la vie de s'y développer encore sainement au cours des générations à venir. Présentée plus simplement, l'écologie cherche à limiter les conséquences destructrices de l'action de l'homme sur son environnement. Car il s'agit aujourd'hui de penser à long terme. La quantité considérable de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère par les énergies fossiles ou la production électrique mondiale entraîne le réchauffement global de la Terre et des mers. Les écosystèmes les plus fragiles s'éteignent tandis que les glaces fondent et que le niveau des mers s'élève, menaçant d'inonder de nombreuses régions. Les phénomènes météorologiques violents et les catastrophes climatiques extrêmes telles que les cyclones ou les épisodes de sécheresse se multiplient, le métabolisme des plantes se modifie, modifiant aussi la phase de l'agriculture. C'est ce que le météorologue Edward Lorenz a décrit comme l'effet papillon. Un événement initial même insignifiant peut entraîner une succession d'autres événements influant les uns sur les autres jusqu'à provoquer des changements colossaux. La simple utilisation des pesticides sur notre continent, par exemple, libère des toxines qui voyageront sur des milliers de kilomètres pour s'accumuler dans les graisses des animaux marins au Groenland.